Bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire Jean-Michel, Léonie Dussard de l'ITAVI. J'interviens aujourd'hui avec Patricia Lecadre du Céréopa et on va tenter de vous apporter des éléments de réponse pour la question suivante, donc alimentation des poulets de chair. Quelles protéines pour relever les enjeux à venir ? Je vais commencer par vous brosser un rapide aperçu de la diversité des enjeux auxquels est confrontée l'alimentation animale aujourd'hui, et puis je laisserai la parole à Patricia, qui vous présentera aussi dans quel contexte on s'inscrit par rapport à la demande et l'évolution de cette demande en termes de production de poulets de chair. Et enfin, on finira en vous présentant quelques pistes, quelques solutions en termes de matières premières riches en protéines pour répondre à l'ensemble de ces enjeux et de ces contraintes. L'alimentation, donc, vous êtes nombreux à le savoir, est un peu centrale dans un certain nombre de questions et d'aspects qui touchent à l'élevage, et notamment l'alimentation intervient pour partie à la maîtrise de la santé et du bien-être des animaux, mais aussi est un levier important de la maîtrise des performances et de la qualité des produits. Et donc en ça, l'alimentation pilote un certain nombre d'aspects économiques de l'élevage, donc à travers le coût de l'aliment, par exemple, l'indice de consommation, les rendements et la qualité des produits. L'alimentation intervient également dans un certain nombre de critères environnementaux, que ce soit lié à ce qui se passe sur l'élevage, par exemple en lien avec les rejets d'azote et de phosphore, ou au niveau déjà de la production de l'aliment avec le choix des matières premières et les impacts environnementaux qui sont associés à la production de ces matières premières. Enfin, on ne peut pas formuler aujourd'hui sans prendre en compte des attentes sociales qui, par exemple, vont s'interroger sur l'origine des matières premières, locales, importées, OGM ou pas, ou encore issues de zones non déforestées. Donc, pour illustrer un peu ce que je viens de dire, j'ai choisi quelques exemples pour montrer le lien qu'il y a entre alimentation animale et puis les différentes thématiques. Donc, pour commencer avec le bien-être animal qui nous préoccupe de plus en plus, on peut maîtriser en partie le bien-être animal à travers l'alimentation et notamment par exemple en jouant sur le niveau de fibres, et plus on augmente le niveau de fibres dans les aliments, on a plusieurs études qui tentent à montrer qu'on va améliorer un aspect du bien-être animal qui est l'apparition de lésions sur les pattes, les fameuses pododermatites. On maîtrise aussi des aspects de qualité des produits à travers la formulation, par exemple en jouant sur l'équilibre nutritionnel de la formule et notamment l'équilibre entre les différents acides aminés. On peut maîtriser les rendements en produits et la qualité des produits, donc jusqu'au rendement technologique lors de la transformation des produits. Donc là, vous avez des résultats qui montrent que en augmentant la teneur en lysine et en maîtrisant également les proportions entre la lysine et les autres acides aminés, on peut améliorer le rendement et la qualité des produits. Autre exemple, pour illustrer le lien entre alimentation animale et des questions sociales autour de la compétition entre alimentation humaine et animale. Vous avez certainement entendu un certain nombre de débats qui remettent en cause l'élevage parce qu'ils consomment des matières premières qui auraient pu être directement valorisées par l'alimentation humaine. Mais souvent, ces débats oublient de préciser que l'élevage participe à la valorisation d'un certain nombre de produits qui ne seraient pas valorisés en alimentation humaine, comme les coproduits, là dans l'exemple de la volaille. Et donc la volaille participe en ça à un certain recyclage, une économie circulaire, et l'élevage participe à la production de protéines pour l'alimentation humaine qui ont une qualité nutritionnelle plus intéressante pour la nutrition humaine que les protéines végétales qui ont été consommées pour les produire. Quelques exemples chiffrés toujours sur la notion d'efficience de conversion de la protéine végétale en protéine animale. Vous avez en bleu l'efficience de conversion, donc combien de kilos de protéines végétales il faut consommer pour produire 1 kilo de protéines animales. Et donc dès qu'on rajoute la notion de protéines consommables par l'homme, donc c'est en orange, on voit qu'on améliore considérablement l'efficience de conversion protéique. Donc ça permet de nuancer un peu le débat et de rendre compte du fait que les productions animales, finalement, sont productrices nettes de protéines pour l'alimentation humaine.
Pour terminer, un dernier exemple pour illustrer le lien entre l'alimentation animale et les impacts environnementaux qui peuvent être associés à l'élevage. Vous savez certainement qu'en jouant sur le profil en acides aminés via la supplémentation en acides aminés libres, on peut améliorer la valorisation de la protéine par les animaux et donc réduire les rejets d'azote. De la même façon, en utilisant des enzymes, on va mieux valoriser le phosphore qui est apporté par les matières premières végétales et réduire les rejets de phosphore. Donc ça, c'est pour des choses qui vont se passer d'un point de vue équilibre nutritionnel, mais plus largement, on peut aussi prendre en compte des critères environnementaux au moment de formuler pour un peu orienter le choix des matières premières qui vont rentrer dans les formules et réduire l'impact environnemental des formules. Donc, l'idée, c'est de garder un peu tous ces enjeux en tête et de se dire que Patricia va vous présenter un peu les attentes par rapport à la production de poulet de chair et les attentes en termes de matières premières à mobiliser. Il faut aussi que ces matières premières puissent répondre à ces différents enjeux. Merci. Alors, on va resituer ce que représente la volaille dans l'alimentation animale en France, rapidement. Il y a une spécificité, effectivement, en France, c'est que il y a 43% en fait, des aliments du commerce qui sont fabriqués, qui sont destinés à la filière volaille. C'est beaucoup plus que nos partenaires européens. D'abord parce que le porc représente relativement peu chez nous, vu qu'on a 2 fois moins, par exemple, de cheptel qu'en Allemagne ou en Espagne, et qu'une partie du cheptel porcin français est directement alimentée à la ferme. On a beaucoup de ruminants, mais on a beaucoup d'herbage aussi. Donc au final, la filière qui réclame le plus d'aliments du commerce, c'est la volaille. Si on regarde d'un peu plus près et si on zoome en fait sur le poulet de chair c'est donc 18% de la totalité de ce qui est produit dans les usines d'aliments du bétail, sachant qu'en filière poulet de chair, il y a relativement peu de ce qu'on appelle la FAF, la fabrication à la ferme. Quand elle existe, ce sont effectivement les céréales de la ferme, mais les complémentaires azotés sont apportés par des aliments du commerce. Voilà. Et si vous regardez enfin, si on zoome encore un petit peu plus sur ce qui est label, bio et AOC, c'est 5% en fait de l'ensemble des aliments qui sortent d'une usine d'aliments du bétail en France. Alors, qu'est-ce qu'on donne à manger à ces animaux ? Ici, vous avez en fait l'évolution d'une composition moyenne d'un aliment qui regroupe l'ensemble de la filière poulet, c'est-à-dire que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de choses différentes. Il y a du poulet export, du poulet label, du poulet standard. Mais là, on vous donne donc la moyenne. Et on a au Céréopa un outil qui s'appelle Prospective Aliments qui nous permet depuis 25 ans de suivre l'utilisation des matières premières utilisées donc dans les aliments du commerce, toutes filières confondues. Et donc, on a pu vous montrer en fait l'évolution de cette formule moyenne depuis 1995 ici. Alors, quel intérêt? Simplement pour vous expliquer que ce qu'on met dans un aliment poulet, c'est quelque chose qui n'est jamais tout à fait stable, puisque la première des choses qui joue, c'est le rapport de prix entre les différentes matières premières entre elles. C'est pas le prix intrinsèque du blé ou du maïs, mais c'est bien le rapport entre l'un et l'autre. Et donc, selon les années et selon les cours mondiaux, eh bien, on va mettre plutôt l'un que l'autre. Ensuite, ce qui compte aussi, c'est les cahiers des charges, qui sont plus ou moins contraignants, les évolutions en termes de nutrition, les besoins nutritionnels des animaux, puisqu'on ne nourrit pas un poulet label comme un poulet export. Voilà. Et puis surtout aussi, et c'est ce qu'on veut montrer ici, c'est l'évolution de la réglementation, qui est sans doute la plus impactante en fait en termes de composition des aliments poulet de chair. Vous avez ici la grande rupture qu'il y a eu dans les années 2000, quand on a interdit les farines animales. Alors, on a suspendu pendant 1 an aussi les graisses animales, mais qui ne sont jamais revenues. Les farines animales, vous savez, elles sont toujours interdites aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça a engendré? Bien, tout de suite, ça a fait monter en fait les importations de soja, d'huile, de palme et de soja et de phosphate pour rentrer en fait et compenser en fait tout ce que pouvaient apporter les farines animales auparavant. Et puis après, il y a un certain nombre de choses qui ont permis d'améliorer en fait ce bilan import-export, notamment par l'amélioration, la possibilité d'accès à des coproduits notamment liés à la filière biocarburant, des drèches par exemple de distillerie ou des tourteaux de colza. Voilà, donc l'évolution aussi de la ventilation entre les différents types de production joue aussi. Si demain on va vers un peu plus
de non-OGM par exemple, plus de bio, forcément tout ça va il y aura des rééquilibrages qui se feront. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement la partie protéique, l'apport en protéines en fait des poulets de chair. Alors on a un benchmark qui est le tourteau de soja, qui est assez incontournable, ne serait-ce que par son rapport qualité-prix et son rapport en acides aminés. Et donc ici sont exposés en fait ces différents concurrents en termes de pourcentage de protéines rapportées donc au tourteau de soja. Donc un exemple, on a un tourteau de tournesol qu'on appelle iPro, qui vient essentiellement de mer Noire, mais on en a aussi en France, qui titre aujourd'hui beaucoup plus que le tourteau de tournesol standard qu'on avait l'habitude d'avoir, et qui permet quand même d'apporter 80% de protéines par rapport à 80% de ce que pourrait apporter un tourteau de soja. Alors après, on n'est pas sur les mêmes acides aminés non plus. La quantité, c'est une chose, mais la qualité, c'en est une autre. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, et c'est assez spécifique aussi à la filière française, vous avez 24% des protéines dont le poulet a besoin qui est apporté par le blé, et puis 50% par le tourteau de soja, qui est effectivement dans cette filière assez incontournable. Pour vous donner une idée, si on prend l'ensemble des aliments français, le tourteau de soja n'apporte que 29% en fait des protéines et le blé 13%. Donc là, on a vraiment une spécificité sur la filière poulet de chair et donc de l'importance de ces deux matières premières. Pour vous le dire autrement, par exemple, 1 tonne sur 3 de soja qui rentre chez un fabricant d'aliments du bétail est destinée à la filière poulet. 1 tonne sur 5 de maïs et 1 tonne sur 4 de blé. Alors, pour réfléchir effectivement aux protéines dont on va avoir besoin demain, il faut surtout réfléchir à quel va être le poulet qu'on aura demain dans nos assiettes. Alors, nous avons eu la chance de faire une étude l'année dernière pour voir et tester en fait quelles pourraient être les attentes et les évolutions en fait en termes de demande sur des produits animaux nourris avec une alimentation alternative. Alors ici en fait la première partie de cette étude qui avait été financée par des fonds FASO et certaines filières animales. La première des choses, c'était de faire un état des lieux et de regarder effectivement sur le marché quels étaient déjà les produits animaux. Là, je ne parle pas encore d'alimentation. Les animaux en fait qui étaient avec derrière un cahier des charges en alimentation alternative. Et on avait pris un benchmark avec l'Allemagne. Et donc vous voyez que si on prend la filière poulet de chair, on avait donc environ 22% des produits mis sur le marché qui étaient des animaux nourris en fait sans OGM pour 21% et 1% pour le bio. Alors c'est assez loin de ce qui se passe en Allemagne où depuis déjà très longtemps il y a un certain nombre de distributeurs qui sont passés en non-OGM sur la complète gamme en fait de leur marque de distributeur. Alors après, on ne va pas évoquer les autres filières, là on n'a pas le temps, mais tout ça nous a permis ensuite de retraduire en fait en besoins en alimentation animale les besoins de l'ensemble du cheptel français. Et donc si je prends l'ensemble des filières, en fait on s'aperçoit qu'aujourd'hui on avait en 2017 15% de l'alimentation qui faisait appel à une alimentation alternative, donc 2% en bio et 13% en non-OGM. Et donc tout l'intérêt de l'étude, c'était ensuite, en discutant avec tous les partenaires, et on a fait travailler en atelier toutes les filières, c'était d'imaginer segment par segment quelle pouvait être l'évolution à terme de cette demande. Et donc on a sorti 3 scénarios, sachant qu'aucun de cela se réalisera vraiment, ça sera un mix sans doute de tout ça. Et donc en fait on avait un scénario qui était tendanciel, c'est-à-dire qu'on tirait simplement la tendance des 5 dernières années, un scénario contrasté où on avait par exemple un vrai basculement d'un certain nombre d'acteurs, ou une demande qui pouvait être poussée aussi par exemple dans la restauration hors domicile, par exemple dans les cantines, etc., un peu aussi par l'administration. Et puis enfin un scénario de rupture où là on pouvait effectivement passer très rapidement sur quelque chose où l'alternative devenait presque le standard et qui pouvait être lié par exemple à des scandales sanitaires éventuellement, ou une réglementation qui imposait à un moment donné effectivement un espèce de socle commun sur le non-OGM. Alors, pour vous prendre l'exemple, par exemple, du poulet de chair, on en arrivait en termes de consommation à passer de 31% aujourd'hui d'alimentation poulet de chair non-OGM et bio à le doubler, en fait, si on arrivait sur un scénario de rupture. On aurait plutôt tendance à dire qu'on sera peut-être d'ici 5 ans sur un scénario contrasté, ou par exemple dans ce scénario, le label, qui pour nous, en fait, les labels qui étaient sur le marché étaient presque à 50% déjà non-OGM, passaient entièrement à 100% non-OGM, plus d'autres créneaux, en fait, qui passeraient sur du non-OGM.
Voilà, donc un scénario intermédiaire où peut-être 54%, donc ça devient la majorité de l'alimentation des poulets de chair, est une alimentation alternative. Alors, quelle matière première pour y répondre? Bien sûr, alors l'étude nous a aussi montré, puisqu'on a un modèle en fait, qui nous permet surtout, et c'est ça qui est intéressant, de comprendre que quand on a un certain nombre, un pool de matières premières disponibles, mais qu'il y a une vraie compétition entre les différentes filières animales. Et donc en fait, nous on a un modèle au Céréopa, donc Prospective Aliment, qui nous permet justement de voir qui va s'approprier les matières premières, qui est capable de payer, enfin c'est un jeu de chaises musicales en permanence, et c'est ça l'intérêt du modèle, c'est de voir vraiment globalement ce qui se passe et qui capte ces matières premières. Et on s'est aperçu que la première des choses intéressantes, ça sera déjà d'avoir des matières premières qui seront concentrées en protéines, parce que plus elles sont concentrées en protéines, plus elles sont polyvalentes, et plus elles rentrent en fait dans un certain nombre d'aliments qui pourraient par exemple être relativement contraints. Je prends l'exemple du label, où on n'a pas beaucoup de place pour mettre de la protéine quand on a déjà un minimum en céréales qui est imposé. Donc, concentré en protéines, non OGM, vous avez vu, je pense que c'est une attente sociétale assez forte. Non-déforestation peut-être, origine France pourquoi pas, des profils en acides aminés forcément adaptés, donc un peu le mouton à 5 pattes, ce qui est quand même assez notre spécialité en France. Alors, on a pas mal... alors, il faut comprendre aussi qu'on n'est pas déficitaire en protéines en France. En France, on est excédentaire, puisque en fait, on exporte plus de protéines sous forme essentiellement de blé qu'on en importe sous forme de tourteaux de soja. Donc on est excédentaire d'environ 2 millions de tonnes de protéines. Le problème, c'est que nous, en fait, ce qui nous manque, c'est ces matières premières riches en protéines, c'est-à-dire supérieures à 15% de matières azotées. Et on travaille quand même beaucoup là-dessus. Et on peut dire que la France est très très bonne élève au niveau européen, puisque en fait, depuis 15 ans, on n'a pas arrêté de baisser nos importations de tourteaux de soja conventionnels, donc OGM, et de tourteaux de soja non OGM, parce qu'on a trouvé des solutions, qu'on a travaillé, que les nutritionnistes ont travaillé, que globalement le sourcing a été fait aussi pour trouver d'autres matières premières, mais on arrive à quelque chose d'assez incompressible, qui était aux alentours de un petit peu moins de 3 millions de tonnes, et en termes de soja non OGM, autour de 450-500 000 tonnes. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas d'autres solutions, notamment pour la filière poulet de chair et pour une partie de la filière lait, qui sont les plus grosses consommatrices en fait de soja non OGM, ou qui l'étaient en 2017. Alors, on a quand même un vrai souci, c'est que globalement, on a une indépendance protéique au niveau français qui est relativement élevée par rapport à la moyenne européenne. Vous voyez, on était à 54% contre 35% sur l'Union européenne. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Et vous savez aussi qu'on est en train d'écrire un nouveau plan protéines, et que ce qu'on cherche, c'est effectivement à améliorer cette autosuffisance, et que c'est quand même assez compliqué sur certaines filières, comme on vient de le voir. Et que quand on améliore quelque chose pour l'un, souvent en fait, on diminue en fait l'intérêt qu'il y a dans une autre filière, et c'est ça un peu le problème. Ici, vous avez en fait aussi le suivi qu'on a pu faire, qui vous montre, si vous regardez complètement sur la droite, que la dépendance aux importations, donc là je parle plus d'autosuffisance, mais là de dépendance aux importations, c'est l'autre côté de la pièce. Vous voyez qu'on est à 42% de dépendance aux importations pour nos matières premières, enfin pour nos protéines, et que ça n'a pas bougé depuis 10-12 ans, alors qu'on a baissé nos importations de soja. Alors vous allez me dire, mais c'est pas normal. Ben, c'est parce qu'en fait, les solutions qu'on a trouvées ont amélioré le taux d'indépendance de certaines filières, mais finalement, on a habillé Paul pour déshabiller Jacques, et quand on a amélioré l'indépendance des filières de volailles, on a diminué celle des vaches laitières, on a diminué un peu celle des porcins, voilà. Donc c'est un jeu de chaises musicales où tout le monde n'est pas gagnant. Donc il faut trouver des solutions où tout le monde soit gagnant. Alors, il y a différents leviers en fait pour satisfaire les besoins de demain. Soit on grappille un petit peu d'hectares aux céréales et on essaye de développer des quantités de matières premières françaises, notamment des sojas, des protéagineux. On essaye d'augmenter la concentration en protéines des matières premières françaises qui sont à disposition, soit de manière variétale, enfin de sélection variétale, soit à partir de process technologiques. Soit on identifie des nouvelles sources de protéines, comme les insectes, les algues, dont on parle beaucoup. Soit on réduit aussi les besoins des animaux en protéines, donc au travers de toute la recherche qu'on peut faire sur la protéine idéale, mais aussi, il ne faut pas oublier les efforts qu'on peut faire en termes de sélection animale. Tout ça pour augmenter en fait la souveraineté protéique française, parce qu'on a une vraie recherche de durabilité. Toute l'idée aussi, c'est la durabilité du système de protéines végétales françaises. Et donc, en fait, on s'est inscrit dans le programme Vocalim, qui est un programme sur 5 ans, où on a testé 6 matières premières françaises. Alors, il y a eu plein d'étapes, hein. Il y a eu des choses qui ont été faites directement
in vivo pour voir en fait et regarder un petit peu ce que faisaient ces matières premières quand elles étaient ingérées par les poulets. 6 matières premières françaises testées donc à un horizon 2023 sur l'ensemble des filières animales pour prendre justement en compte cette compétition éventuellement interfilière. Donc on a testé une nouvelle matière première qui était les farines d'insectes, le soldat noir, hein, si je ne m'abuse. Une matière première locale qui était un tourteau de soja français déshuilé. Aujourd'hui, les tourteaux de soja français sont expellers, c'est-à-dire riches en huile. Ici, donc, on passait sur un process déshuilé. Des matières premières enrichies par des nouveaux procédés. Donc, il s'est agi d'un tourteau de colza et d'un tourteau de tournesol bleuté, c'est-à-dire que le tourteau déjà existant, on le remouline pour en sortir encore une partie de fibre et donc arriver à concentrer en protéines. Un tourteau de colza dont la graine avait été dépelliculée et un lupin décortiqué. Voilà. Alors, on s'est rapidement aperçu dans une première phase qu'il y avait 3 matières premières qui étaient très contraignantes et qu'on allait un peu éliminer pour se dire que c'était les solutions à 5 ans, notamment parce qu'elles sont très peu disponibles en termes de volume, parce qu'elles peuvent être captées par de l'alimentation humaine notamment, et parce que en fait, ce qu'on pouvait rentrer dans le modèle, c'était de l'échelle du trait de crayon et que ça n'aurait aucun impact finalement sur cette indépendance protéique. Et puis par contre, on s'est aperçu qu'il y avait 3 tourteaux très intéressants, donc les 3 tourteaux qu'on a appelés enrichis, avec 2 seulement qui étaient très intéressants pour la volaille, mais c'était quand même intéressant de tester l'autre parce que s'il rentrait dans une filière qui n'était pas la volaille, ça pouvait peut-être laisser un peu plus de place à la volaille pour aller chercher un peu plus de volume dans les 2 autres tourteaux. Donc on a voulu rester vraiment proche de la réalité. Donc en fait, on a proposé à notre modèle, on a switché en fait des tourteaux existants par ces tourteaux enrichis, et donc on a imaginé qu'il y avait des usines françaises en fait qui passaient complètement sur ces process-là. On a regardé les rendements. Bref, on a essayé de faire quelque chose qui était imaginable à 5 ans. Et donc on a comme ça switché 750 000 tonnes de tourteaux, de colza et de tournesol. Et on les a proposés au modèle. Alors, ce qu'il en est sorti, c'est que le tourteau de tournesol qu'on a appelé HP+, alors ça c'est un scoop hein, parce qu'on n'a encore pas sorti tous ces résultats-là, hein, c'est tout frais, eh bien ça semblait effectivement le plus adapté aux aliments poulets, puisque 47% des débouchés en fait de ces 200 000 tonnes qu'on a proposées dans le modèle allaient à la filière volaille, allaient à la filière poulet et plus généralement à la filière volaille, 69%. Après, les porcs aussi sont intéressés par cette matière première. En volume, c'est le deuxième débouché après les poulets de chair. Après, on s'aperçoit que les vaches laitières ne captent pas cette matière première et que les bovins viandes, pas du tout. Le deuxième tourteau, alors en volume, on en avait beaucoup plus, hein, c'est 450 000 tonnes. Et là aussi, on s'aperçoit qu'il est très intéressant pour le poulet, qui capte 42% des volumes disponibles et 74% si on prend l'ensemble de la filière volaille. Et le solde aux aliments porcins, rien ne part sur de l'aliment ruminant. Et puis enfin, le dernier, c'était le tourteau de colza bleuté. Et celui-là, en fait, n'intéresse que les aliments porcs et donc n'allait pas du tout sur les poulets. Alors, pourquoi c'est intéressant? Pour plein de choses. La première des choses, c'est que vous voyez, les petits bâtons noirs, en fait, c'est les volumes de tourteaux qui sont rentrés en filière poulet. Et en rouge, vous voyez, en fait, ce qui en est sorti. Du coup, qu'est-ce que ça a chassé? Et ça a chassé, effectivement, des matières premières d'importation qui étaient le tourteau de soja non OGM et du tourteau de tournesol ukrainien non OGM. Alors, ça ne veut pas dire qu'on en importera moins, ça veut dire que ce tourteau, il est disponible du coup pour d'autres filières. Et puis, on a aussi enlevé une partie, enfin, on a sorti une partie d'un tourteau de tournesol iPro, non OGM non plus, mais qui était français, donc qui est reparti sur d'autres filières. Et puis, on a augmenté un petit peu le recours au maïs et à ses coproduits, par exemple. Alors, c'est intéressant parce que ça a fait bondir, en fait, le taux d'indépendance protéique de la filière volaille, qui a gagné 17 points. Alors, le poulet, ça a gagné 17 points d'autonomie protéique. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. On est passé, en fait, de 45% d'autonomie protéique à 62% d'autonomie protéique. Et en fait, il faut savoir qu'il y a 2 choses qui permettent cette amélioration. Il y a le fait déjà que dans notre modèle, on est parti sur le scénario contrasté. Donc, en fait, on a plus de demandes en non-OGM. Et la demande en non-OGM, en fait, elle capte d'abord les matières premières locales. Donc, forcément, on améliore mécaniquement notre taux d'indépendance protéique. Et la deuxième chose, et donc, du coup, on diminue, par contre, le taux d'indépendance protéique des filières standards. C'est une évidence. Mais pas tant que ça, parce qu'au final, on a aussi moins de volume en standard à satisfaire. Et vous voyez qu'ici, en fait, c'est bien la filière non-OGM qui a fortement augmenté son taux d'indépendance protéique.
Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors ça c'est la première des choses. Ce qui est intéressant surtout aussi, c'est que finalement, ce qu'on a montré là, on n'a pas déshabillé Paul pour habiller Jacques. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les filières animales ont profité et ont amélioré leur indépendance protéique. Donc au niveau français, on a vraiment amélioré les choses. Après, en termes d'économie, on a regardé à quel prix il fallait vendre ces tourteaux pour qu'ils soient utilisés, enfin que ces volumes-là soient utilisés. Et ici, en fait, on vous montre en fait quel est le prix départ usine auquel il faut les acheter, enfin auquel on peut les vendre en tout cas, et en rapport en fait du tourteau de soja non OGM, voilà, d'importation. C'est notre benchmark. Et vous voyez qu'on peut vendre donc ces tourteaux plus chers que des tourteaux de colza normaux ou des tourteaux de tournesol. Déjà high pro, mais pas high pro plus. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que même en achetant du coup des tourteaux plus chers, on fait quand même réaliser des économies à la filière, puisque la filière poulet de chair améliore son coût matière première de 2,8%, donc c'est quand même plusieurs dizaines de millions d'euros. Et qu'au niveau de la ferme France et de toutes les filières animales, ça améliore aussi les économies. Donc on peut améliorer notre autonomie protéique tout en faisant des économies. Alors la seule chose à vérifier, et c'est pas la moindre quand même, voilà, j'ai fini, je vais laisser la parole à Léonie pour conclure, c'est que quand même, en fait, il faut maintenant vraiment être sûr qu'on puisse, avec cette valorisation de ces tourteaux-là, payer le process. Donc ça, c'est une étape qui est très importante et qu'il va falloir vérifier avec les gens des filières des oléagineuses. Mais il semblerait que ça soit quand même quelque chose de possible. Et donc voilà, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors après, effectivement, tout ça est très lié à la caractérisation des matières premières qu'on a rentrées dans nos matrices, qui est aussi sans doute affinée. Mais bon, voilà, c'est un premier jet qui montre qu'il y a des solutions intéressantes en France. Voilà, pour la filière poulet. Et donc, une partie du programme Vocalim avait à cœur de vérifier aussi que quand on va vers ce type de solution qu'on a un peu sélectionné pour améliorer l'autonomie protéique, on ne va pas dégrader d'autres aspects de la durabilité. Donc, on a voulu faire une évaluation plus globale. Alors, aujourd'hui, ce sont des résultats encore en cours d'acquisition. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on a pu vérifier et d'autres choses qui sont encore à consolider. Mais on a montré donc que la substitution du tourteau de soja par ces tourteaux secondaires enrichis avait plutôt globalement des conséquences très positives au niveau des filières poulet de chair. Donc d'abord, elle améliore l'autonomie protéique et même plus largement pour toutes les filières animales. Alors là, pour le coût alimentaire, le pouce n'est pas dans le bon sens. Le coût alimentaire est réduit, donc c'est plutôt une amélioration. C'est plutôt positif. De la même façon, donc Patricia en a parlé, fait aussi des essais in vivo. On a vraiment testé ces formules sur des animaux et on a montré, comme ça avait pu être évoqué en introduction, que lorsqu'on utilise ces tourteaux plus riches en fibres, on avait tendance à améliorer un aspect du bien-être animal qui est l'apparition de pododermatite. Et enfin, ça favorise plutôt aussi l'utilisation de matières premières non OGM, qui est une vraie attente de la société. Enfin, des résultats qu'on commence à pressentir, mais qui restent à consolider. Il semblerait que ces régimes plus riches en fibres améliorent la valorisation de certains nutriments comme l'azote et le phosphore dans l'alimentation, et donc permet, dans la foulée, de réduire les rejets de ces nutriments. Enfin, dès lors qu'on substitue du tourteau de soja par des tourteaux secondaires, on améliore l'impact potentiel sur le changement climatique puisqu'on va s'affranchir d'une matière première qui est majoritairement produite sur des zones déforestées. En revanche, on a tendance à dégrader, on va dire, l'impact potentiel sur l'utilisation des surfaces parce qu'on remplace le soja par des matières premières qui ont des rendements moins bons. Pour conclure, donc, par rapport aux différents leviers qu'on avait pu évoquer, augmenter la quantité de matières premières françaises à disposition, oui, ce serait une solution.
Il reste encore à lever un certain nombre de freins, plutôt, on va dire, organisationnels, certainement au sein des filières, avec certainement un meilleur dialogue à trouver entre les filières végétales pour qu'elles aient une connaissance de nos besoins, tout en gardant en tête qu'au niveau des filières végétales, il y a aussi besoin d'avoir une certaine cohérence au niveau de l'assolement, pour des raisons techniques aussi. Augmenter la concentration en protéines des matières premières françaises, oui, donc ça semble la meilleure solution par rapport aux simulations qu'on a pu faire jusqu'ici, notamment par rapport au développement de nouveaux procédés technologiques pour, donc à court terme quand même, puisque ce sont des matières premières qui existent déjà, mais en faible quantité, mais qu'on pourrait généraliser, améliorer donc l'autonomie protéique de nos filières. Identifier de nouvelles sources de protéines, ça reste à consolider, mais il y a beaucoup de travaux en ce moment qui s'attellent à mieux caractériser ces matières premières comme les algues, les insectes. Il y a aussi des leviers réglementaires qui restent à lever. Et on a besoin pour ces matières premières-là qu'elles soient plus disponibles à des prix raisonnables et aussi que les productions soient stabilisées pour que ce soit vraiment une solution qu'on puisse mettre en œuvre. Et enfin, améliorer l'autonomie de nos filières peut en partie passer par un travail sur la sélection animale, par exemple, pour aller vers des animaux qui sont plus aptes à valoriser ces régimes un peu plus complexes, mais ça ne sera pas on va dire le levier le plus important. Par contre, ça pourra contribuer à aider donc la mise en place des autres leviers. Voilà.